simplement pour me présenter rapidement, j'ai d'abord fait des travaux sur le bilinguisme et le plurilinguisme en famille à Dublin, en Irlande, où j'ai vécu 17 ans, et donc où j'ai fait une thèse sur les motivations des parents à transmettre leur langue, entre autres le français, l'anglais et également le gaélique. Et une partie de cette thèse a également testé les enfants. C'est une thèse que j'ai menée dans les années 80, 1980, 1970. Et la question principale qui se posait, c'était est-ce que élever un enfant avec 2 ou 3 langues en même temps dès la naissance pouvait poser un retard langagier. Donc cette thèse et d'autres travaux menés à cette époque ont montré qu'au contraire d'être élevé en étant en contact ou en parlant 2 ou 3 langues, je vais vous montrer plus tard d'ailleurs, ne pose absolument aucun retard langagier, quelles que soient les langues, mais que ce sont d'autres facteurs qui peuvent jouer. Je suis ensuite rentrée en France après une vingtaine d'années à l'étranger et j'ai eu un poste à l'université de Strasbourg et entre autres à l'ESPE. Et donc j'ai été très présente dans des classes et la première question que je me suis posée c'est mais qu'est-ce que devient ce bilinguisme, ce plurilinguisme familial à l'école? Et très rapidement je me suis rendu compte que les enfants qui étaient élevés avec l'anglais ou l'allemand par exemple, les enseignants, les personnes en général n'avaient aucun problème à dire que ces enfants étaient bilingues, mais les enfants élevés avec d'autres langues, entre autres les langues de la migration, le turc, l'arabe, etc., ces enfants n'étaient non seulement pas bilingues, ni plurilingues, mais ils avaient des problèmes de développement langagier, des problèmes pour apprendre le français, des problèmes pour ceci, des problèmes pour cela, étaient mutiques à l'école, termes que je déteste et qui n'existent pas à mon avis, mais on pourra revenir là-dessus. Et donc ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'était cette inégalité dans le bilinguisme et le plurilinguisme selon le statut des langues. Donc j'ai beaucoup travaillé en formation des enseignants pour essayer de changer les représentations par rapport à ces inégalités de langues qui sont reproduites par le système scolaire. Et puis je me suis rendu compte ensuite, en ayant travaillé dans la famille et à l'école, qu'il existait un autre espace entre la famille et l'école, l'espace des crèches et de la petite enfance. Et j'ai cherché des travaux sur cette question, il y en a encore assez peu. Mais je me suis rendu compte que les inégalités, en fait, que l'on a étudiées principalement à l'école, la reproduction des inégalités, entre autres par le langage, commence dès la crèche et dès la petite enfance. Alors, voilà, vous pouvez avancer. Voilà, le plan de ce... Non, pardon. Voilà. Ce dont je vais essayer de parler, le multilinguisme en France, quelques éléments de contextualisation, qu'avons-nous appris en 50 ans de recherche, et puis comment prendre en compte le plurilinguisme des enfants au contexte éducatif assez rapidement, puisque d'autres personnes, dont l'association du Lala ici présente, parleront. Alors, les sociolinguistes aujourd'hui décrivent le XXIe siècle comme le siècle du tournant multilingue, c'est-à-dire que le multilinguisme est présent partout aujourd'hui parmi nous. En venant ce matin, ici, je suis sûre que vous avez entendu plusieurs langues, si vous étiez dans le métro, dans le bus, etc., ou même dans la rue. Vertovec, un chercheur anglais très souvent cité, décrit le monde aujourd'hui en termes de superdiversité, c'est-à-dire marqué par de nombreuses migrations dans tous les sens, une très grande mobilité des personnes, un accroissement de l'urbanisation, et tous ces facteurs produisent en fait un très grand contact de langues, c'est-à-dire toutes ces personnes qui bougent et qui se rencontrent parlent des langues différentes, et du coup on a de plus en plus de langues en contact et donc de plus en plus de phénomènes de multilinguisme. Mais il ne faut pas oublier, et c'est tout à fait important pour les questions qui vous intéressent, c'est que de nombreuses langues aujourd'hui sont en danger de disparition. Il y a un atlas de l'UNESCO, la dernière édition 2010, vous voyez 2511 langues menacées sur un total à peu près recensé, c'est difficile de recenser toutes les langues parlées dans le monde aujourd'hui, mais environ 7000. Et donc, beaucoup de langues sont en danger de disparition ou de mort, on parle de mort des langues, mais beaucoup de langues sont aussi minorées. Minorées, ça veut dire stigmatisées, marginalisées. Et les langues qui sont stigmatisées, marginalisées, elles sont parlées par des personnes, et donc par des locuteurs, et ces locuteurs sont discriminés.
Voilà. Alors, quelques éléments qu'il est important de préciser. On a quand même des données sur le multilinguisme en France depuis quelques années. L'enquête INED de 1999, le rapport Sertulini de la même année. Donc, vous voyez à peu près 400 langues parlées en France. À mon avis, depuis 1999, c'est beaucoup plus. Mais une référence très complète que je vous recommande, c'est l'Histoire sociale des langues de France de Georges Kremnitz, un professeur de l'Université de Vienne, qui a publié cet ouvrage dans lequel vous trouvez les langues reconnues comme appartenant à la France, langues de France, comme dans le rapport Sertulini, et puis les langues parlées en France en général. Donc vous voyez la classification, les langues de la France métropolitaine, les langues de France non territoriales, comme par exemple le yiddish, ou les langues des personnes roms, la langue des signes, les langues de l'outre-mer, les langues de l'immigration. Et ce volume est vraiment un volume de référence. Par exemple, vous trouverez des renseignements sur l'araméen aujourd'hui, parlé en France. Où est-il parlé? Par combien de personnes? Etc. L'araméen, vous le savez, langue que l'on dit avoir été parlée par Jésus, entre autres, ou à l'époque de Jésus. Alors, le multilinguisme en France, pourquoi les institutions éducatives, c'est surtout dans le domaine éducatif que je travaille, résistent tant à cette question du multilinguisme? Il y a bien sûr des raisons historiques, vous les connaissez, des raisons idéologiques. La France, c'est l'exemple classique cité partout dans le monde, une nation, une langue, et à mon avis, ça c'est une analyse très personnelle également, un manque de volonté politique par rapport à cette question des langues et à la place dominante du français. Un autre ouvrage que j'aime beaucoup, Klinkenberg, qui est belge et qui a publié l'ouvrage que vous voyez illustré en haut, Les langues dans la cité. J'aime beaucoup la façon dont il décrit notre rapport à la langue française. Un francophone est d'abord un mammifère affecté d'une hypertrophie de la glande grammatique. Donc notre rapport au français et à la langue française est quelque chose de central dans ce rapport aux autres langues. Un ouvrage sur la migration que vous connaissez peut-être, l'enquête Théo de 2015, nous donne des informations intéressantes par rapport aux langues également. Et entre autres, dans les conclusions, le français fait partie du répertoire linguistique des migrants. On a toujours cette image de personnes qui arrivent en France et qui ne parlent pas un mot de français. Certes, il y en a, mais en fait, en vivant en France, ces personnes acquièrent très rapidement la langue et leur plurilinguisme est sous-estimé ou ignoré ou stigmatisé. En fait, une très large diversité de langues ont été déclarées dans cette enquête, 252. On a demandé aux personnes quelle langue leur parlaient leurs parents à l'âge de 5 ans. Et vous voyez les langues les plus souvent citées, vous le savez, l'arabe, le berbère, le portugais, etc. Alors, également, les migrants utilisent leur langue familiale, en fait, très peu hors de la famille. Et on a des chiffres, 55% parlent français et leur langue avec leurs enfants, et seulement 36% parlent seulement français avec leurs enfants. Ce qui veut dire qu'un très grand nombre abandonnent leur langue familiale pour toutes sortes de raisons, et donc les enfants perdent le bilinguisme ou le plurilinguisme. Également des travaux sur les discriminations, qui sont des discriminations d'ordre social, mais qui sont liées bien évidemment au statut des personnes et aux langues. Donc en 2016, le Comité des Nations Unies sur le droit des enfants pour la France adresse des remarques très sévères, en particulier l'incapacité de notre pays à protéger les enfants vivant dans les quartiers pauvres. Et puis l'UNICEF, en 2016 également, interroge 22 000 enfants de 6 à 18 ans qui déclarent en très grand nombre des discriminations ethniques et religieuses dès l'école. Alors, on commence à avoir des recherches dans la petite enfance qui montrent, c'est-à-dire au niveau des crèches, 0-3 ans pour la France, qui montrent que ces discriminations par rapport aux langues et sociales et par rapport à la migration commencent en crèche. Donc, dès 3 mois, dès 6 mois, avec les travaux de Thomas Koh à Mouchou, qui a travaillé en Alsace sur les populations turques, Zelle au Luxembourg,
qui montre que les petits-enfants de 2 à 3 ans savent déjà négocier les politiques linguistiques à l'intérieur d'une structure, ne pas parler leur langue si la langue n'est pas acceptée, etc. Et Réna qui fait beaucoup de travaux à Paris. Alors juste, vous avez illustré un petit guide très utile élaboré par le Furet, une association qui travaille sur la petite enfance à Strasbourg, sur comment lutter contre les discriminations. Et puis vous avez vu dans la presse certainement l'ouvrage de Lahire, énorme ouvrage qui vient de sortir sur les discriminations également, avec un énorme chapitre sur la question des langues. Ok ? Alors, ces questions de multilinguisme, en fait, les sociolinguistes les traitent en rapport avec la justice sociale. Premier point, les enfants ne choisissent pas les langues qu'on leur parle, que leurs parents leur parlent. Deuxième point, les parents ont encore, heureusement aujourd'hui, il faut se battre et faire attention aux nouvelles lois qui pourraient nous arriver, ont le droit de transmettre leur langue et leur culture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un député, il y a quelques années, d'origine italienne, voulait interdire la pratique des langues familiales qu'il liait, bien évidemment, aux violences sociales dans les banlieues. Les enfants ne peuvent pas construire leur identité en rupture avec leur milieu familial, donc les langues des élèves à l'école, c'est une question de justice sociale. Et commence à sortir récemment toutes sortes de travaux sur ce qu'on appelle le racisme linguistique, ou dans les termes de Blanchet, la glottophobie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire multilinguisme et justice sociale? On a beaucoup de travaux principalement en anglais. C'est le droit de tous les enfants d'accéder à une éducation multilingue, c'est-à-dire une éducation dans leur langue et dans la langue de l'école. Et depuis, en fait, une convention que la France a signée en 1953 avec l'UNESCO, l'éducation des enfants dans leur langue première, en singulier ou au pluriel, est reconnue comme un droit humain linguistique. Et ces travaux, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que les locuteurs de langues minoritaires qui reçoivent une éducation à la fois dans leur langue familiale et dans la langue dominante, la langue française, pour nous par exemple, sont mieux équipés pour participer à la vie sociale du pays. Alors, deuxième partie de mon exposé, plus précisément sur le biplurilinguisme, les recherches en famille, en crèche, à l'école et l'éducation multilingue, qu'avons-nous appris à peu près 50 ans, 60 ans de recherche. Quelques définitions, parce que vous m'avez peut-être entendu utiliser le terme multilinguisme, Marie-Rose a utilisé le terme de plurilinguisme. Alors, la première chose, c'est que bilingue, c'est toute personne qui vit en utilisant 2 langues, et plurilingue, toute personne qui vit en utilisant plusieurs langues. Donc, il ne s'agit pas du tout ici de compétences, c'est de compétences égales. Personne ne parle sa langue, une langue parfaitement, donc un bilingue n'est pas quelqu'un qui parle 2 langues parfaitement, pas du tout. Et multilingue est plutôt un terme qu'on utilise pour faire référence à un pays, comme par exemple la Belgique, la Suisse, etc., une société ou une institution. C'est pour ça que je parle d'école multilingue, mais je parlerai d'un élève plurilingue. C'est seulement en français où on fait cette distinction, d'ailleurs, basée sur les travaux du Conseil de l'Europe. En anglais, on utilise le terme multilingual qui couvre les deux. Voilà, donc la France est un pays multilingue, et je vous ai mis là une définition d'un petit ouvrage réalisé par des collègues de Thessaloniki en Grèce qui accueillent énormément d'enfants migrants qui viennent de toute la planète et qui ont fait avec les enfants un petit livre sur le bilinguisme. Et vous voyez ici donc le grec, l'anglais et l'arabe. Et la définition, elle est toute simple. When you speak one language at home and another at school, you're bilingual. Voilà. Donc, très important d'utiliser cet adjectif bilingue ou plurilingue. Plurilingue ne veut pas dire parler parfaitement plusieurs langues, mais vivre avec plusieurs langues. Cette compétence plurilingue, elle est dynamique, ça veut dire qu'elle change tout le temps au fil de nos expériences, de nos rencontres, etc. Elle peut sembler déséquilibrée, mais elle ne l'est pas du tout. Nous avons tous un répertoire que nous utilisons selon les interlocuteurs à qui nous nous adressons, les situations dans lesquelles nous sommes, etc. Donc, en fait, cette compétence plurilingue, elle correspond au vécu de la personne et c'est un ensemble de ressources dont on dispose pour communiquer dans diverses situations. Donc, les individus
plurilingue, non pas une addition de langues dans le cerveau placée à différents endroits, pas du tout. C'est une compétence intégrée, qui n'est pas synonyme d'addition et qui, ça c'est très important, définit l'identité des locuteurs plurilingues. Lorsqu'on interdit à des enfants d'utiliser leur langue familiale à l'école, eh bien en fait, on touche à leur identité profonde, à la personne qu'ils sont, la façon dont ils ont grandi, la façon dont ils comprennent le monde en grandissant dans leur famille. Alors, vous comprenez immédiatement que tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire changer de représentation et faire attention aux termes qu'on utilise. Donc, une crèche ou une école fréquentée par des enfants qui parlent des langues autres que le français et le français, on peut la décrire comme une crèche ou une école multilingue. Donc, moi, je dis, l'école française aujourd'hui, elle est multilingue. Pas parce qu'on y enseigne un grand nombre de langues, pas parce que l'on apprend au travers d'un grand nombre de langues, mais simplement parce que l'école, c'est quoi? C'est une institution dans laquelle on a des personnes, des enseignants et des enfants, et la plupart des enfants aujourd'hui dans nos écoles parlent d'autres langues que le français et ou le français. Donc même si on n'y parle que français, l'école française aujourd'hui est devenue multilingue. Et un enfant qui rentre en crèche ou à l'école avec une ou plusieurs langues autres que le français est un enfant bilingue ou un enfant plurilingue, et il est important de lui dire, et de le dire même à un tout petit enfant d'1 an ou 2 ans, tu parles la langue de ton papa, la langue de ta maman, et puis tu vas apprendre le français à l'école, et bien tu es plurilingue, tu es bilingue, et les enfants comprennent très bien. Cette dénomination, elle est très importante parce qu'évidemment, elle influence les représentations. C'est ce que j'ai expliqué au début de mon intervention. Un enfant qui parle turc, kurde et français est tout aussi plurilingue qu'un enfant qui parle français, anglais et allemand. Alors, énormément de recherches ces 52 dernières années dans un très grand nombre de disciplines, en particulier pas mal de travaux du Conseil de l'Europe. Encore peu de recherches sur la petite enfance, mais ça commence à venir. Merci. Et voilà, des recherches sur le bilinguisme en famille et le développement langagier de l'enfant qui grandit avec 2 ou 3 langues. Alors, j'ai cité le Buronja, qui est l'étude célèbre de 1913, mais vous voyez, il y en a encore beaucoup d'autres que celles que j'ai citées, ce sont les plus connues. Alors ça, c'est une étude très intéressante parce que c'est une recherche longitudinale menée à Hong Kong avec 6 enfants qui ont été suivis dans une sorte de laboratoire dans lequel était recréé un environnement familial, donc de 4 ans, de la naissance à 4 ans et demi, en contact avec 2 langues, l'anglais et le cantonais. Ça s'appelle le Corpus Child. Que vous voulez trouver, tout ça c'est disponible sur Internet, des vidéos, etc. Et plus les notes personnelles des chercheurs. Donc c'est l'étude du développement bilingue d'un point de vue de l'acquisition. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant, dès la naissance, acquiert 2 langues en même temps? Alors voilà les conclusions, les questions posées et les conclusions. Est-ce que 2 langues c'est trop pour un enfant? Non. Est-ce que 3 langues c'est trop pour un enfant? Non. Est-ce que 4 langues c'est trop pour un enfant? On le sait. Dans de nombreux pays africains, en Malaisie, etc., tous les enfants grandissent avec 3 langues dès le départ. Donc, c'est naturel qu'un enfant exposé à 2 langues dans son environnement devienne bilingue. Bilingue, donc, il fonctionne avec 2 langues. Est-ce que les enfants mélangent les 2 langues? Question qu'on pose tout le temps. Les 2 langues, en fait, sont différenciées très tôt. Mais évidemment, quand on acquiert 2 langues, il y a des transferts de l'une à l'autre. Et les transferts sont dans les 2 sens. Donc, de la LA vers la LB, de la LB vers la LA. Et l'interaction entre les 2 langues, ce n'est pas à sens unique, c'est forcément dans les 2 sens. Est-ce que les enfants peuvent atteindre le même niveau dans les 2 langues? Alors ça, c'est aussi toujours la question qui est posée. Un haut niveau de compétence est acquis dans les 2 langues, mais évidemment, selon la situation, une langue peut se développer plus vite que l'autre. Et on le sait bien, dès que l'enfant va à l'école, il va être dans un environnement francophone toute la journée, donc le français risque de se développer plus vite que la langue familiale. D'où l'importance de soutenir la transmission familiale dans la famille et de dire aux parents de lire dans leur langue, etc. Et en intégrant des aspects de leurs 2 grammaires, ils produisent des formes et des fonctions extrêmement complexes, finalement plus complexes qu'un monolingue. Ça, ce sont les avantages qui ont été montrés
sur le développement langagier des enfants bilingues. Encore une fois, un très grand nombre de recherches qui ont montré des avantages, entre autres au niveau cognitif, c'est-à-dire pour les apprentissages. Les compétences métalinguistiques, être capable de dire, les enfants très jeunes peuvent remarquer qu'un adjectif, par exemple, est placé avant en français, avant en anglais et après en français. Le petit chaperon rouge, Little Red Riding Hood, par exemple. L'apprentissage d'autres langues, ça a été montré dans de nombreuses études. La sensibilité dans la communication, évidemment, les enfants bilingues savent, papa parle telle langue, maman parle telle langue, donc dans la communication avec d'autres personnes, ils vont se poser les questions, qui parle quelle langue, et être sensible à cet aspect de la communication. La pensée divergente, c'est extrêmement important pour l'apprentissage. La pensée divergente, c'est être capable de donner différentes solutions à une question. Ce sont surtout des travaux de Bialystok aux États-Unis. Elle a donné 3 briques à des enfants monolingues et 3 briques à des enfants bilingues et a demandé que pouvez-vous faire avec ces 3 briques. Et les enfants bilingues, dans l'ensemble, avaient de 4 à 5 fois plus de solutions que les enfants monolingues. Et ces recherches ont été reproduites dans des contextes sociaux différents et toujours les mêmes résultats. Et bien évidemment, les bilingues sont sensibles aux différences culturelles, aux situations de contact de langue, de culture. Et ceci, quelles que soient les langues. Mais il faut quand même préciser que les enfants sont aussi très sensibles au statut des langues. C'est-à-dire que tous ces effets positifs vont être plus ou moins automatiques si les 2 langues du bilingue sont valorisées dans la famille et dans la société. Mais si l'enfant comprend dès l'âge de 2 ou 3 ans que sa langue est une langue qui n'est pas valorisée, il a honte de la façon dont ses parents parlent et il a honte de sa langue, ces effets positifs ne vont bien évidemment pas être aussi présents. Alors, à l'école, que se passe-t-il à l'école, excusez-moi. Alors l'école, c'est vraiment un contexte très différent de celui de la famille et même de la crèche, parce qu'on a ce que Blomart, un chercheur belge, appelle un régime linguistique extrêmement strict qui est imposé par les programmes, par les instructions officielles. La langue de la République est le français, la langue de l'école, c'est le français. On y apprend des langues étrangères, bien évidemment, mais comme vous le savez, l'anglais domine très largement, donc la variété de langues enseignées est assez limitée, et puis la priorité à l'école est donnée à la langue nationale, écrite, normée, etc. Vous me direz, c'est tout à fait normal, l'école c'est l'institution pour apprendre à lire et à écrire, et pour apprendre à lire et à écrire dans la langue de la société. Sauf que la société au XXIe siècle, elle a énormément changé, et l'école est très en retrait par rapport à ces questions de multilinguisme. On a une petite reconnaissance des langues régionales avec un enseignement bilingue en Alsace par exemple, où les enfants, 16% des enfants sont scolarisés la moitié du temps en français, l'autre moitié en allemand. Mais même ça, c'est un régime très strict parce qu'il ne faut pas mélanger les 2 langues. On a une journée allemand, une journée français, et quand c'est la journée en allemand, il ne faut pas parler français. Okay? Alors, les langues parlées en famille, quand vous cherchez dans les textes officiels, etc., ce que je passe ma vie à faire, même encore dans ce dernier vélo de Blanquer, sur les langues vivantes étrangères à l'école maternelle, où beaucoup de chercheurs vous diront « Ah, on fait des progrès, excusez-moi, moi je ne suis pas si optimiste, je trouve qu'on fait très peu de progrès, parce que dans ce dernier vélo, on parle encore des langues vivantes étrangères, les langues ceci, des langues cela, mais on ne parle jamais des langues parlées en famille, c'est-à-dire des personnes, des locuteurs, des enfants qui grandissent avec d'autres langues. Alors, tout ça, c'est évidemment complexe pour l'école. Cette multiplicité de langues, de cultures, ça se heurte à l'idéologie de l'État-nation beaucoup plus que dans d'autres pays comme le Canada, les États-Unis, l'Australie, qui se sont vraiment construits sur la migration. Cette dominance de l'idéologie du monolinguisme, à mon avis, c'est ce qui empêche de transformer et nos représentations et l'école française et de transformer cette école française en un espace où plein de langues peuvent vivre et être accueillies de façon hospitalière. Beaucoup de mythes sur le bilinguisme, le plurilinguisme, et surtout concernant les langues minorées. Et c'est principalement ce que j'ai étudié, si vous voulez, c'est comment ces situations produisent des inégalités à l'école. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis,
les très jeunes enfants, dès l'âge entre 2 et 3 ans, comprennent déjà que certaines langues ont plus de valeur que d'autres. Ils ont honte de leur langue et ils grandissent et quand ils deviennent adolescents, ils ont honte d'avoir honte de leur langue. Alors, on peut imaginer le multilinguisme à l'école française, c'est tout à fait possible. On l'a fait avec les collègues en Alsace dès 2000, les années 2000, dans une école. Vous pouvez trouver sur Internet, sur YouTube, le film Raconte-moi ta langue. C'était un projet d'éveil aux langues avec participation des parents. 18 langues ont été rencontrées. Il ne s'agissait pas d'enseigner 18 langues, mais d'accueillir les 18 langues des familles dans 3 classes de cette école. Et ces 3 classes sont devenues des classes où il y avait des livres dans les langues des familles, des activités, des salutations, des chants, de temps en temps du calcul où on passait aux langues des élèves, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet? Eh bien, il y avait déjà plus d'interdits linguistiques, c'est-à-dire qu'on ne disait plus aux enfants « tu ne parles pas ta langue ni dans la classe, ni dans la cour, etc. » Et une socialisation solidaire a pu se construire dans cette école grâce au plurilinguisme des familles, des enfants et des parents. Des recherches également sur le point de vue affectif, c'est-à-dire cette question d'identité que j'ai déjà mentionnée. La relation affective avec les interlocuteurs dans divers espaces est de nature différente. Donc la relation de l'enfant avec ses parents, famille, c'est une chose. En crèche, ça va encore être autre chose. Et à l'école, ça va encore être une relation différente. Or, dans ces situations de multilinguisme, il se trouve que les enfants vont être en famille avec 1, 2 ou 3 langues. À la crèche, ça va se réduire beaucoup, sauf si on trouve une crèche bilingue, comme elle se développe, mais évidemment, principalement avec l'anglais ou l'allemand. Et puis l'école où ce régime strict impose encore, malheureusement, des interdits. Alors, cette dimension affective, elle se construit au travers du langage, donc de la langue, des langues, et ce qui impose de réduire l'écart entre les langues familiales et les langues dans la crèche ou dans l'école. C'est extrêmement important que cette question soit traitée, ce qui veut dire prendre en compte les langues familiales en crèche ou à l'école. L'enfant ne peut pas se construire dans une relation de honte à sa langue et la non prise en compte des langues familiales entraîne insécurité linguistique. C'est pour ça que les enfants deviennent silencieux à l'école, mais ils ne deviennent pas silencieux à l'école. C'est l'école qui les rend silencieux. Et je vous répète encore que je n'aime pas ce terme mutique, parce que quand on sort ces enfants de l'école, ils ne sont pas mutiques du tout. Il y a un verbe en anglais, silencing. C'est difficile de le dire en français, mais c'est vraiment ça. Alors, beaucoup de travaux sur la prise en compte des langues maternelles en Amérique du Nord, des travaux sur 50-60 ans, des travaux d'ordre quantitatif, sur un très grand nombre d'enfants, et qui montrent entre autres que la compétence orale est un indice précurseur de compétences pour la lecture et l'écriture. Imaginez vous-même apprendre à lire et à écrire en tchétchène si vous ne parlez pas cette langue. Imaginez-vous dans une école. D'où l'importance de soutenir les compétences orales de l'enfant à l'école. Les travaux de Cummings au Canada, un des chercheurs les plus connus, ils résument 135 projets de recherche sur 35 ans sur le rôle de la langue première, de la langue maternelle, dans l'apprentissage des autres langues et montrent l'interdépendance des compétences dans les 2 langues. Donc, ce dont il faut se souvenir par rapport à Cummings, c'est qu'il montre que le bilinguisme a des effets positifs lorsque les 2 langues sont développées à un niveau très élevé. Les 2. Ce qui veut dire encore une fois qu'il faut continuer à soutenir la langue familiale ou les langues familiales. Alors, dernier point, comment accueillir le plurilinguisme dès le plus jeune âge. Vous avez là une petite photo d'une classe au Pays Basque, où les enfants, au Pays Basque en Espagne, où les enfants sont scolarisés en basque, mais où les langues des familles sont intégrées dans le projet. L'anglais est également enseigné et les enfants parlent aussi l'espagnol. Et puis, c'est un tout petit village au Pays Basque, mais dans cette petite classe, vous voyez peu d'enfants, il y a quand même un tiers d'enfants qui parlent d'autres langues que le basque, l'espagnol et le français. Alors, le
par exemple, avec lesquels je travaille beaucoup en ce moment. Si une structure décide de devenir multilingue, donc pas uniquement bilingue français-anglais comme on les voit se développer à vitesse grand V, eh bien la présence de plusieurs langues implique des choix, c'est-à-dire des règles, des stratégies. On ne peut pas simplement dire, voilà, j'ai 15 langues dans ma crèche, et puis les enfants peuvent parler leur langue. Ben non, parce que les personnes qui travaillent dans ces crèches, elles-mêmes parlent différentes langues qui ne sont pas nécessairement les langues des enfants, donc il faut bien faire des choix, il faut bien organiser tout ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les politiques linguistiques ou les politiques linguistiques éducatives. Si on laisse une liberté linguistique, c'est-à-dire pas de règles, comme dans la famille, en fait, hein, dans les familles bilingues ou plurilingues, où on ne décide pas qui parle quelle langue, eh bien la langue de l'environnement va dominer petit à petit et les autres langues vont disparaître. Alors ces choix, ça concerne différents acteurs au sein d'une structure. Et dans une crèche, ce sont les éducateurs, mais ce sont aussi les enfants et bien évidemment les parents. Et qui décide, et comment on décide, et quelles sont les contraintes, etc. Donc en contexte multilingue, il faut se poser certaines questions qui sont les questions de base de la sociolinguistique en fait. Qui parle quelle langue, quand, comment, pourquoi, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces langues. Et puis question centrale aussi, est-ce qu'on a le droit de mélanger ces langues quand on est bilingue ou plurilingue? Est-ce que c'est mauvais pour le développement langagier de l'enfant ou pas? Je donne tout de suite la réponse, ce n'est absolument pas, ça n'a pas d'effet négatif. Voilà, les politiques linguistiques éducatives, rapidement, hein, ce sont des décisions prises par des personnes, des institutions sur les langues et l'utilisation des langues. Alors en France, on a, je ne sais pas si vous connaissez, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui produit des politiques linguistiques, c'est-à-dire des règles qui doivent être appliquées dans différentes institutions, à la télévision, etc. etc. Et au Luxembourg, par exemple, hein, vous avez une loi éducative de 84, vous avez 3 langues officielles, donc les enfants apprennent à l'école dans 3 langues. Les politiques linguistiques éducatives, c'est les décisions qui sont prises dans les contextes éducatifs. Et donc, si vous voulez, c'est la mise en œuvre de ces décisions. Quelles langues sont présentes dans une structure éducative et quelles langues ne le sont pas. Par exemple, dans l'enseignement des langues en France, on a un très grand nombre de langues que l'on peut choisir au baccalauréat, une soixantaine de langues, mais une soixantaine de langues ne sont pas enseignées dans les établissements. Quelles langues sont enseignées principalement? L'anglais et l'espagnol, et si vous voulez étudier le turc ou l'arabe, etc., vous aurez un bien moins grand choix d'établissements où vous n'aurez aucun choix. Pour les enfants, la question à poser, bien évidemment, c'est est-ce qu'il y a une continuité ou une discontinuité avec les langues familiales? Et bien évidemment, hein, il faut une continuité avec les langues familiales et c'est tout à fait possible de la mettre en œuvre, de le penser, de l'élaborer, etc. Donc voilà l'exemple du Luxembourg. C'est une politique linguistique qui vient d'être mise en œuvre en 2016 pour la petite enfance, c'est-à-dire 0-4 ans. Et ce qui est intéressant dans ces politiques linguistiques, c'est qu'il y a 2 langues cibles, le français et le luxembourgeois, et pas l'allemand. Okay? Mais fait partie de cette politique la valorisation et le soutien des langues familiales. La participation des parents, les activités d'éveil aux langues, 2 personnes dans chaque crèche avec un niveau C1 en français et luxembourgeois, qui est un niveau très élevé. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces politiques ne sont pas élaborées uniquement par le ministère, mais le ministère reconnaît que chaque crèche est une institution spéciale, dans un contexte social spécial. Donc chaque crèche doit réfléchir et produire son propre plan de politique linguistique pour décrire en œuvre comment cette éducation plurilingue est menée dans la crèche. Juste pour vous donner un exemple qu'il est possible de penser concrètement ces choses-là. Alors, une école multilingue, comment est-ce qu'on peut l'imaginer, la penser? Déjà, on recense toutes les langues des enfants auprès des parents, on recense toutes les langues des professionnels, c'est-à-dire des enseignants, mais également des dames qui travaillent à la cantine, des parents, etc. On reconnaît et on valorise le biplurilinguisme dans toutes les langues et dans toutes les variétés de langues, et on encourage les enfants à utiliser leur répertoire plurilingue, c'est-à-dire toutes leurs ressources linguistiques. C'est les langues qu'ils connaissent de leur famille, etc.
Mais c'est important de visualiser tout ça. Il s'agit de mettre en valeur ce plurilinguisme et donc il faut l'afficher. Vous aurez des exemples avec la présentation de l'association du Lala plus tard. Okay. Alors, évidemment, ce que me disent tous les enseignants, les éducateurs avec qui je travaille, mais comment je fais moi? J'ai 15 langues différentes dans ma classe et je ne parle pas ces 15 langues. Alors comment est-ce que je peux prendre en compte le plurilinguisme? Eh bien tout simplement, il faut développer des ressources. Et des ressources, il y en a de plus en plus. Et vous avez une ressource qui vous sera présentée pour les évaluations de ces enfants qui ne parlent pas encore le français aujourd'hui. Alors, première chose, on implique les parents. On a des textes éducatifs de l'éducation nationale sur la co-éducation avec les parents. On prend aussi en compte les ressources des enfants. Les enfants qui parlent ces langues autres, il faut absolument sans arrêt les solliciter et leur demander comment tu dis ci dans ta langue, comment tu dis ça. On peut faire intervenir des associations, des artistes, des personnes âgées, associations comme du Lala et toutes les associations qui se développent, les médiathèques qui commencent, avec lesquelles je travaille aussi, et qui commencent à acquérir des fonds multilingues, les CASNAF qui sont les centres de l'éducation nationale pour la scolarisation des enfants nouvellement arrivés. Et puis ici, on veut des documents écrits. Il faut faire traduire les documents importants, des albums de jeunesse, des salutations, etc. J'ai fait par exemple à la Guyane des ateliers de traduction d'ouvrages de littérature de jeunesse avec des parents qui parlaient les langues, les nombreuses langues parlées en Guyane et pour lesquelles il n'y a aucune ressource éducative. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'Internet ni de Google Translate, toujours très critiqué à l'université, mais extrêmement utile, bien évidemment, et afficher le multilinguisme en tant que valeur. Vous avez là, j'avais mis le petit livret élaboré par l'association du Lala, les langues de tout. Vous pouvez le remettre, je donne le titre correctement. Voilà, les langues de chacun, une chance pour tous, un petit livret extrêmement utile qui donne davantage d'exemples de toutes les ressources que l'on peut construire autour du plurilinguisme pour travailler avec des langues que l'on ne connaît pas forcément soi-même. La littérature de jeunesse, évidemment, ça c'est d'une très très grande richesse et idéale pour faire rentrer d'autres langues à l'école. On peut travailler avec les médiathèques, encore une fois, impliquer les parents, et vous avez de plus en plus de ressources dans un très grand nombre de langues, des livres multilingues, le même compte dans différentes langues, les livres bilingues, les livres traduits, les livres avec un personnage bilingue, etc. etc. Je vous ai mis une liste de références que vous trouvez, vous avez peut-être trouvé quand vous êtes arrivé, avec différentes ressources sur ces points. Okay. Voilà un exemple qui a été réalisé par une enseignante stagiaire en Alsace. Bon appétit, Monsieur Lapin. Voilà, elle l'a traduit en turc. Elle l'a mis sur des petites étiquettes plastifiées qu'elle a collées en turc par-dessus le français. Et on a là ce que j'appelle un homemade book bilingue, extrêmement utile pour que l'enfant rentre dans l'écrit et dans la lecture dans ces deux langues. L'enseignant ne connaît pas le turc, mais peut donner le livre aux parents, recommander aux parents de lire le livre en turc à la maison, et l'enfant le lit en français à l'école, et c'est l'exemple parfait. Voilà un autre exemple que je vous ai mis, que j'ai trouvé à Dublin, que j'aime beaucoup. Donc là, c'est arabe-anglais, donc on peut très bien introduire l'arabe dans une classe en France avec l'anglais, par exemple, pourquoi pas. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, c'est que le sens de la lecture de l'arabe est respecté. Okay. Deux publications récentes de ma part, dans la revue de la BNF, Au-delà des langues, lire, écrire, chanter avec le tout petit et ses parents, et puis de l'hospitalité des langues en contexte familial éducatif vers une pédagogie du multilinguisme. Vous trouvez ces deux articles sur Internet et vous avez là une longue liste de ressources, d'ouvrages, de littérature de jeunesse et surtout comment transformer nos structures éducatives dès le plus jeune âge dans des espaces où peuvent vivre en paix et en joie, je dirais, un très grand nombre de langues. Je conclue avec une citation de Tommy Ongara, que j'utilise très souvent et qui est mon auteur de littérature de jeunesse préféré, Tommy Ongara, décédé le 9 février dernier, qui écrivait dans 4 langues et qui a publié de nombreux ouvrages que vous connaissez certainement, qui sont également
ressources, dont l'association du Lalage produit une très grande recherche de ressources qui vous seront présentées plus tard dans la journée.